Bonjour, aujourd'hui j'ai avec beaucoup de joie une invitée qui a écrit des livres sur les liens de l'attachement et les styles d'attachement. Gwenaëlle, qui est psychologue, clinicienne et aussi formatrice. Je vais te laisser la parole pour nous parler un peu de qui tu es et puis des styles d'attachement et qu'est-ce qui est la théorie de l'attachement. Hmm. Oui, merci Honorine de m'inviter. Pour moi, c'est toujours un plaisir de parler de tout ça parce que c'est un sujet qui m'a personnellement beaucoup aidée déjà en tant que mère, en tant que compagne et en tant que femme tout simplement. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'en parler. Parce que j'espère que ça sera reçu comme ça, mais je trouve que c'est vraiment une perspective qui est à la fois très riche, complexe et en même temps accessible. Il y a plein de choses qu'on comprend tout de suite. Mais il y a aussi des nuances, voilà. Donc, je vais essayer de vous éclairer là-dessus. Euh, donc, moi, effectivement, je suis psychologue depuis une dizaine d'années, hein. C'est une reconversion. Je suis passionnée par l'humain depuis longtemps. C'est pour ça que j'en ai fait maintenant mon métier. Et il y a différents courants qui m'ont passionnée, mais celui dont on va parler aujourd'hui, je pense que c'est celui sur lequel d'ailleurs j'ai écrit des bouquins, qui est, je pense, fondamental pour tout le monde parce que, comme on dit souvent, on ne peut pas ne pas s'attacher, hein, ou l'attachement est partout, hein, du berceau jusqu'à la tombe, comme disait John Bowlby, qui a développé cette théorie. Et il y a beaucoup à dire, que ça soit dans le couple, en tant que parents, dans nos amitiés, dans nos patterns relationnels, c'est-à-dire dans nos habitudes, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui vont être aidées, hein, dans la compréhension par l'attachement, quoi. Voilà, donc peut-être qu'on peut commencer par définir, Honorine, ce qu'est l'attachement. Oui, tout à fait. Voilà, donc l'attachement, moi souvent je dis que c'est cette force vitale en nous qu'on a dès notre arrivée au monde qui nous pousse à nous attacher, hein, c'est-à-dire à être proche de quelqu'un d'autre pour réguler nos émotions dans les moments de stress, hein. C'est un comportement précablé, inné, biologique, hein, qu'on partage avec les mammifères qui fait que un bébé humain, et ça sera vrai donc jusqu'à la fin de sa vie, quand il est pas bien, eh ben, il va naturellement se tourner vers quelqu'un d'autre. Donc bien sûr au début, ben, c'est les parents, en particulier la mère. Et puis après, plus on grandit, plus ça va se diversifier, hein. Donc quand on va être un peu plus grand, bah, déjà il y aura pas seulement les parents, il y aura aussi par exemple des grands-parents. Ça peut être aussi des personnes qui s'occupent des enfants, comme une nounou. Ça peut être plus tard un enfant qui est passionné par un sport, un coach sportif et ainsi de suite. Donc ça va se diversifier jusqu'à toucher après ben, les sphères profondes de notre vie, à savoir le couple, hein. Donc quand on est adulte, c'est le conjoint ou la conjointe, hein, et idéalement quand on est en couple. Et puis les amis, vraiment les amis de cœur, quoi. Voilà. Et puis ça peut D'accord. être aussi euh, c'est ce qu'on appelle donc la figure attachement, cette personne auquel on s'attache. Ça peut être aussi parfois un thérapeute, hein. Dans les moments où on n'est vraiment pas bien, où on peut peut-être pas forcément parler de ce qui nous préoccupe à nos proches, hein, pour plein de raisons différentes, et ben c'est utile d'avoir un professionnel. Donc c'est pour ça que la théorie de l'attachement, elle est aussi très intéressante quand on est psy, hein, comme moi, comme thérapeute aussi comme toi, et tout professionnel qui travaille dans la relation d'aide, parce que on va aussi rejouer des choses dans ces moments-là. Donc, l'attachement, c'est cette force qui fait que quand je suis pas bien, je vais chercher quelqu'un d'autre, hein, pour raccourcir. Et ça va créer une manière de relationner avec ces personnes qui sont proches, et c'est ce qu'on va appeler les styles d'attachement. Et ça va être différent bah, selon chacun, selon surtout l'histoire de vie qu'on a eue, notamment l'enfance, mais pas que l'enfance, hein. Pas que la relation aux parents, même si c'est effectivement quand même fondamental. Ça va être aussi la relation aux frères et sœurs, la relation à la famille un peu plus élargie, mais ça peut être aussi l'environnement dans lequel on grandit, hein. On vit pas tous dans des environnements identiques. Ce qui joue aussi, bah, c'est les événements dans la vie d'une famille, bien sûr, hein. S'il y a des deuils, des séparations, des maladies, bah, ça joue. Et puis enfin, ce qu'on dit pas toujours, c'est que le style d'attachement, il dépend aussi du tempérament de la personne. Là aussi, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens, ils sont plus émotionnels, d'autres sont plus calmes. Tu as des gens, ils sont plus extravertis, d'autres introvertis, hein. Ça, c'est la psychologie de la personnalité qui regarde ça. Et ça joue moins, mais ça joue aussi. Et Oui, tout ça, ouais. peut-être aussi la résilience. Oui, absolument, complètement. La capacité à rebondir après une épreuve, hein, dans ce qu'on appelle la résilience. Et ça aussi, c'est pas tous la même chose, hein.
Il y a des gens qui ont, oui, comme des forces de vie, parfois c'en est étonnant et bluffant, hein, qui peuvent leur permettre de dépasser des choses parfois épouvantables, alors que d'autres vont avoir des vies peut-être un peu plus calmes en apparence, mais vont être bouleversés, on va avoir du mal à s'en remettre. Donc, tout ça, ça montre bien que l'humain est un millefeuille avec plein de couches, des choses biologiques, innées, hein, ça joue quand même, beaucoup de choses psychologiques évidemment. Il y a aussi moi j'aime bien parler aussi de l'aspect sociologique, hein, dans quel environnement global on est, le quartier, le pays, les époques, etc. Et tout ça, pouf pouf, bah, va faire que chacun va fonctionner différemment. Et dans l'attachement, on appelle ça le style d'attachement. Et comment se reconnaître dans... Parce que des fois, on peut se reconnaître dans plusieurs styles d'attachement. Pour les personnes qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas du tout, que là, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de ce sujet-là. Déjà, il y a tes livres hein, qui peuvent donner des pistes. Mais là, déjà, tu peux nous parler un peu des styles d'attachement différents? Oui. Donc, la théorie de l'attachement, on a défini quatre. Mais avant que je les définisse les uns après les autres, j'aime bien dire, avant qu'on rentre pas dans des cases, hein, je suis obligée de donner des grandes catégories pour que le cerveau y comprenne, mais en fait, dans la vraie vie, euh, c'est beaucoup plus nuancé, hein, et puis ça change hein, avec le temps, hein. Parfois pour le meilleur, c'est ce qu'on souhaite, mais parfois ça peut se dégrader. Donc, ce que je vais dire maintenant, prenez ça avec des nuances et voyez un peu, peut-être une, deux, peut-être même trois catégories qui vous parlent. Donc, les trois styles, les quatre styles d'attachement qu'on définit, c'est sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Donc, l'attachement sécure, c'est la majorité des gens quand même. Ça serait 50% de la population générale, mais c'est probablement surestimé, hein. Moi, comme d'autres, on pense que c'est quand même moins. Et c'est des gens qui, globalement, ils n'ont pas une vie sans problème, hein, ça n'existe pas, mais globalement, ils ont une confiance en eux, dans l'autre et dans le monde, qui est suffisamment présente pour qu'ils naviguent, si tu veux, sur les soubresauts de la vie de manière assez tranquille, entre guillemets, à nouveau. Et ça, c'est grâce, bah, la plupart du temps, à un environnement qui a été plutôt sécurisant, c'est-à-dire des parents plutôt présents, hein, majoritairement présents, euh, pas parfait non plus, mais quand même, étant capable d'écouter les émotions des enfants, de leur renvoyer, de les réguler, d'être présent pour eux, de les encourager aussi dans leur autonomie. Hein, donc c'est ce qu'on appelle un attachement sécurisant et ça va faire plus tard des adultes qui globalement peuvent avancer dans la vie, peuvent parler de leurs émotions, peuvent s'attacher aux autres, être en couple, euh, naviguer, comme j'ai dit, plutôt bien en fait tout ce qui peut se passer dans une vie. Donc ça c'est l'attachement sécure. A priori, une personne sur deux, sûrement un peu moins. Et puis ensuite, tu as donc les trois styles d'attachement insécure, anxieux, évitant et désorganisé, où là, il y a eu des choses plus compliquées dès l'enfance. Mhm. Avec là, il peut y avoir plein de possibilités, hein. Tu as des gens qui ont vécu des traumas où c'est assez clair, hein. Par exemple des deuils, des accidents, des agressions de tout type. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les traumas de commission, hein, ou les traumas manifestes, où D'accord. on comprend tout de suite que la personne, elle a souffert. Mais il y a aussi des traumas plus subtils qu'on appelle les traumas d'omission. C'est quand la personne a surtout manqué. Hein, D'accord. que ce qui a été problématique, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais ce qui s'est pas passé. Et ce qui a manqué, en fait, c'est surtout ben, la présence d'un parent, son affection, ses mots doux, des gestes tendres, La l'encouragement, négligence. etc. Oui, donc globalement, absolument, c'est ce qu'on peut appeler la négligence émotionnelle ou les carences affectives. Et ça, on n'y pense pas toujours en première ligne, hein. Parfois, tu vois, Mhm. il y a des gens qui arrivent en thérapie, ils disent, oh, moi, j'ai pas eu de trauma, mes parents, j'ai rien à leur reprocher, ils ont fait leur boulot, ça allait, on avait à manger, un toit sur la tête, ok. Et puis tu creuses, et puis tu te rends compte que, ben, quand même, la personne, quand elle était gamine, elle rentrait avec une clé autour du cou, là, tu sais, et puis elle était toute seule jusqu'à 20 heures parce que les parents, ils travaillaient beaucoup. Et c'était pas des mauvais parents, hein, mais il y a quelque chose qui était négligent au niveau émotionnel. Et ça, par exemple, ça peut faire un attachement insécure. D'accord. C'est très Voilà. Donc, intéressant comme sujet. Hein. et oui, parce que il y a quand même pas mal de personnes, hein, même si ça évolue, je trouve, hein, grâce à tout ce qui se fait. Par exemple, toi, tout ce que tu communiques, hein, tout ce qu'on a aujourd'hui comme support. Mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent que trauma, blessure, d'attachement, c'est forcément des trucs, tu vois, Non, graves.
des pertes, des viols. Mais je trouve que, enfin voilà, sur la négligence, c'est un sujet qui est très intéressant. Enfin, voilà, je mets le terme négligence parce que ça Ouais. parle à tout le monde. Et, euh, et, et on a été dans cette société et on est dans cette société qui va vers cette négligence de l'autre. Mhm. Et, et, euh, et donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus de styles d'attachement qui sont insécures et non co-régulés avec cette négligence. Et, euh, C'est le cas, en fait, Honorine. On a des études dites longitudinales, tu vois, sur 20 à 25 ans. Surtout aux États-Unis, mais bon, en Europe, malheureusement, on n'est pas beaucoup mieux, et qui montrent il y a moins d'attachements sécures qu'il y a 25 ans, et que donc il y a plus d'attachements insécures. c'est Et vrai. notamment parce que même si on a fait des progrès sur quand même l'écoute des émotions des enfants, grâce à Dolto, je pense à elle en premier lieu, mais ou Isabelle Filiosa, Catherine Guéguen, tout ça. Malheureusement, ces progrès-là, ils compensent pas une société qui est devenue quand même vachement individualiste, où les parents, bah, ils galèrent, hein, quand même bien plus qu'à une époque pour élever leurs enfants. Hein, les grands-parents sont rarement là maintenant. Enfin, il y a quelque chose qui est manquant, hein, et qui effectivement ne s'arrange pas à des endroits. Donc oui, tu as raison, il y a plus d'attachement insécure. Mm. Voilà. Donc, les causes de l'attachement insécure, elles sont multiples, mais il faut pas oublier hein, ce que tu as dit, la négligence. On peut parler aussi des violences éducatives ordinaires, hein, des choses où on pense que c'est pas si grave, mais un enfant, c'est quand même un être très sensible, hein, avec un cerveau sensible, et ça peut imprimer des choses. Donc, les trois styles d'attachement insécure, je commence par les anxieux. Les anxieux, c'est des personnes qui sont anxieux, mais de la relation. Hein. Ils sont anxieux de manière générale, ça c'est sûr, mais ils sont surtout anxieux de... donc à l'âge adulte, hein, j'y vais direct, c'est des gens qui, par exemple, ont peur qu'on les quitte, qu'on ne les aime plus, qu'on les laisse seuls, qui ont du mal, du coup, à bah, s'autonomiser de manière générale dans la vie pour réguler leurs émotions, mais même parfois sur des choses concrètes. Ils vont avoir du mal à être célibataires, par exemple, tu vois. Euh, Ils vont être dans cette anxiété, cette préoccupation aussi sur ce que fait l'autre, ce que pense l'autre, globalement les avis et les jugements des autres à son égard, avec toujours cette pensée que je suis moins bien, je vais être jugée, je vais être rejetée, abandonnée, etc. Donc c'est une anxiété comme ça, tu vois, une anxiété dite relationnelle où la relation est source d'angoisse. Et ça peut être vraiment plus, hein. C'est-à-dire, tu as des gens, ils ruminent en fait du matin au soir sur ce qu'ils projettent de ce qui se pourrait se passer avec le doute, la culpabilité. Et là, il y a beaucoup d'émotions en général chez ces gens-là, qui sont souvent visibles, tu vois. C'est des gens qui peuvent, quand ils te parlent d'un problème, ils peuvent fondre en larmes, être débordés, ou s'ils sont en colère, ils sont en rage, ils n'ont pas seulement peur, ils sont terrifiés, tu vois. Tout est un peu Oui, les émotions sont extrapolées. amplifié. Amplifié, déversé. Souvent, c'est des gens, on dit, logoréiques, c'est-à-dire qui parlent beaucoup et qui ont besoin qu'on soit là. Donc, dans une amitié, par exemple, c'est les copines qui t'appellent 10 fois tant que t'as pas décroché. Hein. Ou dans un couple, c'est l'homme, hein, parce qu'il n'y a pas que des nanas non plus chez les anxieux, qui, sa compagne est en retard, ça fait déjà 30 minutes qu'elle devrait être rentrée, ça y est, il est flippé, il est à deux doigts de prendre sa voiture pour aller sur son lieu de travail, pour voir ce qui s'est passé, tu vois, et tic, tic, tac. Hein. Donc, il y a quelque Et chose puis qui là, est il y a vraiment une dépendance affective. voilà, et ça peut mener effectivement à une dépendance affective. Hein. Donc ça, c'est l'attachement dit anxieux, avec une surpréoccupation pour ce que pense l'autre et cette croyance que tout seul, je suis pas capable. Après, tu as l'attachement évitant, qui, lui, est opposé à l'attachement anxieux. Là, c'est des gens qui, à l'inverse, ne vont pas montrer grand-chose au niveau des émotions. On pourrait même croire qu'ils ressentent rien. Bon, c'est vrai dans les cas évitant plus, mais en fait, c'est surtout des gens qui ne savent pas quoi faire avec leurs émotions et eux, ils ont plutôt appris à cacher leurs émotions parce que d'un point de vue de la survie, quand ils étaient petits, il valait mieux ne pas montrer ses émotions, faire comme si tout allait bien, parce que quand ils montraient leurs émotions, bah, soit il y avait personne, soit on leur disait arrête de pleurer, c'est pas si grave, serre les dents. Donc ils ont appris ça. Mm. Ils ont un peu appris à, tu vois, à voler, à baisser le grand volet métallique, là, comme dans les vieilles épiceries, et puis à être derrière, hein, et à laisser passer un petit peu la vie comme ça. Donc, du coup, relationnellement, bah, ça crée quand même pas mal de problèmes parce que quand tu es en couple avec quelqu'un comme ça,
tu peux douter vraiment de ce qu'il ressent, quoi, parce qu'il n'en dit pas grand-chose. Mhm. Quand il se passe quelque chose, c'est pareil, l'impression que c'est un peu, tu vois, euh, neutre comme ça. Tu peux avoir l'impression que tu comptes pas pour cette personne parce qu'en fait, elle est beaucoup un peu dans sa bulle. Donc, relationnellement, ça fait des gens bah, évitants, on dit détachés, quoi, tu vois, qui, en apparence, parce qu'à l'intérieur, c'est toute une autre chose, hein, souvent, font penser qu'ils sont en autosuffisance, tu vois. Hein. Et ils vont parfois prôner d'ailleurs l'indépendance. Hein. Et il y en a même qui souhaitent pas être en couple ou alors et qui vont pas s'engager parce qu'il vaut mieux être seul. Hein. Mhm. Et ça, c'est l'évitement relationnel, mais surtout à la base, c'est un évitement émotionnel. Parce que eux, leur protection, c'est de refouler les émotions. Ils désactivent leur système d'attachement, c'est-à-dire que ils ont des émotions, mais tout de suite, ils les coupent. Hein. Et dans les cas graves, entre guillemets, quand il y a eu des gros traumas d'enfance, c'est vraiment la dissociation. Hein. Tu as des Ouais. gens, ils peuvent te raconter un truc horrible, et fioup, ils sont lisses comme tout. Hein. Tu as l'impression que c'est un robot qui parle. Ça, c'est le grand évitement émotionnel. Hein. C'est pas tout le Mhm. monde. Et donc, l'attachement évitant, c'est un attachement qui est quand même assez courant. Hein. Ça serait au moins une personne sur quatre dans la population générale. Donc, et c'est plutôt en augmentation. Et ça, selon moi, c'est en lien d'un point de vue sociologique avec ce qui est prôné dans notre société, c'est quand même beaucoup la compétition, euh, la réussite, tu vois, l'individualisme hein, qui t'a marché sur les autres. Et donc, plutôt des valeurs comme ça, tu vois, où tu montres rien, t'es fort et surtout tu ravales tes larmes, quoi. Et de couper le lien, quoi. Ouais, c'est ça, couper le lien. Hein. D'ailleurs, mon deuxième bouquin, je l'ai appelé Couper des autres, couper de soi. Pour Oui, parler, effectivement. voilà, c'est ça. Pour parler de cet attachement, j'ai consacré un livre entier là-dessus parce que c'est vraiment un attachement qui est quand même très courant. Parce que moi-même, je suis une ancienne évitante qui a grandi dans une famille d'évitants. Où chez moi, c'était le désert émotionnel, il fallait parler de rien, on serrait les dents et on avançait tous, chacun, tu vois, sur sa cordée, là, en haut de sa montagne, tout seul, quoi, en gros. Et c'est donc quelque chose que je connais bien et j'avais à cœur de déconstruire un peu parfois des représentations où on pense que les gens sont juste des robots qu'ils ont choisi de l'être. En fait, non, ils sont en train de se protéger d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer. C'est ça, être un évitant. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, anxieux évitant, c'est un peu deux polarités différentes, mais les deux sont en insécurité à l'intérieur, mais ils ont des stratégies différentes. L'anxieux, il demande beaucoup de présence. En gros, aidez-moi parce que seul, j'y arrive pas. Et l'évitant, c'est surtout foutez-moi la paix et je vais me gérer tout seul et ça ira beaucoup mieux dans une heure, quoi. Mhm. Mais au fond, les deux sont seuls, Ouais. tu vois, hein, insécures. Et puis enfin, le dernier style d'attachement, donc c'est l'attachement dit désorganisé, qui est un mix entre anxieux et évitant. Donc celui-là, il est moins courant, heureusement d'ailleurs, parce qu'il est plus compliqué. C'est des gens qui, quelque part, n'ont pas réussi à construire une stratégie hein, pour faire face à leur insécurité de fond. Et donc, parfois, ils réagissent de manière anxieuse, c'est-à-dire ils demandent beaucoup de présence aux autres, ils sont un peu comme ça, s'accrocher à. Et puis, à d'autres moments, ils rejettent complètement la relation pour se débrouiller seuls. Et ils alternent entre les deux. C'est pour ça qu'on dit désorganisé, tu vois, c'est pas organisé. D'accord. Et concrètement, c'est des personnes qui sont plus, bon, souvent ils ont des traumas beaucoup plus importants. Hein, souvent, là, c'est des grandes négligences, des traumas de type maltraitance physique, voire sexuelle, ou des environnements, tu vois, avec des parents qui avaient des problèmes pathologiques, par exemple des troubles psychiques, la bipolarité, de l'alcoolisme, des choses comme ça. Et donc, ça fait un terrain beaucoup plus chaotique pour grandir. D'accord. Et du coup, c'est plus difficile de se construire. Donc, ça fait des personnes qui là naviguent de manière plus difficile avec souvent des crises, tu vois, des crises de panique, des crises de colère, des dépressions, des choses comme ça. C'est beaucoup plus complexe. D'accord. Et Voilà. donc, peut-être un sujet de livre. Alors, le dernier, tu veux dire l'attachement désorganisé? Ouais, peut-être, Ah, ouais. en fait, j'en parle pas mal dans mon troisième bouquin qui s'appelle Traverser la perte de sens, D'accord. où je parle pas que de ça, mais je parle en particulier de ces personnes que moi j'ai bien connues quand je travaillais en psychiatrie, mais pas que en psychiatrie, hein, aussi en cabinet, qui avaient vécu des grosses crises, des trucs vraiment difficiles, qui étaient en perte de sens totale. Et là, comment on remonte hein, quand on a vécu des choses vraiment dures dans notre vie, hein. Voilà. Donc ouais, il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Et d'ailleurs, sur
L'approche thérapeutique et d'accompagnement, qu'est-ce que toi, dans ton expérience personnelle et professionnelle, tu dirigerais vers quelle approche? Il n'y a Mm. pas de baguette magique, il n'y a pas une meilleure approche que l'autre parce qu'on est tous différents, mais dans ton point de vue personnel et professionnel. Donc déjà, ce que tu viens de dire, c'est bien de le rappeler, hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est quand même très riche au niveau des thérapies. On a tellement de choses, hein, par rapport à il y a 50 ans, ça c'est génial. Donc moi déjà, je dis toujours que le plus important, c'est la relation thérapeutique. Donc il faut trouver quelqu'un avec qui ça fit, hein. C'est une la palissade, ça, mais c'est bien de le rappeler. Voilà. Et puis L'alliance thérapeutique, c'est la base, hein. Donc, c'est la base. ouais. C'est la base. Si vous n'êtes pas bien avec votre thérapeute, ben partez, hein, c'est que ça va pas. Voilà. Même s'il a une méthode dite extraordinaire, déjà, hein, si on vous présente un truc genre magique, j'ai envie de dire, Il faut fuyez. fuir. Ça n'existe pas Ça en n'existe thérapie. pas. Le miracle n'existe pas. Absolument. Donc, mais quand même, pour en dire quand même quelque chose de, un peu plus concret, parce que je pense que les gens, ils ont besoin aussi d'être un peu guidés, hein, parce que justement, il y a beaucoup de choses. Moi, personnellement, je trouve que quand tu as vécu des blessures et des traumas d'attachement, il faut passer par le corps à un moment ou à un autre. Alors, parfois pas tout de suite, hein. Il y a des gens, parfois, ils ont besoin d'abord juste de parler et c'est déjà énorme, hein. Moi-même, par exemple, qui était quand même bien insécure quand j'avais 20 ans, mes premières années de thérapie, j'avais juste besoin de parler, qu'on m'explique des trucs, tu vois. Et si on m'avait fait faire des trucs corporels, je pense que je me serais barrée parce que Mm. ça a été trop tôt pour moi, tu vois. Donc au début, peut-être c'est bien juste de comprendre des choses, tu vois, de regarder, hein, des interviews comme on est en train de faire, de lire des bouquins, tu vois, de nourrir un petit peu plutôt le mental, parce qu'on est quand même des êtres, surtout dans la vieille Europe, qui ont besoin de comprendre. Mais après, si on veut que les choses elles changent, il faut aller dans le corps. Parce que le trauma, hein, il est dans le corps. Quand tu as été blessé, alors quand c'est des agressions, c'est évident, hein, si tu as été frappé, abusé, c'est évident que c'est dans ton corps. Mais quand c'est des violences de type négligence émotionnelle, hein, Mm. ou tu vois, de grands déserts. Moi, par exemple, ben, j'ai jamais été frappée par mes parents, mais chaque fois que j'allais mal, il y avait personne quand même. Donc ça, c'est violent, quoi. Et ça, c'est aussi dans le corps. Hein, moi, j'ai retrouvé dans mes thérapies des moments où je me voyais enfant, ado, et il y avait personne. Et c'était très corporel comme sensation. Tu vois, c'était des solitudes, des peurs, des tristesses qui étaient physiquement présentes quand je me replongeais dedans. Et le fait de replonger dedans, eh bien, hein, c'est pas replonger pour souffrir à nouveau, hein. Parfois, des gens ils disent, mais ah, ça sert à quoi de replonger là-dedans? En fait, c'est replonger pour traverser, ah, en ressortir, et puis du coup, hein, passer à autre chose, entre guillemets, même si c'est pas miraculeux, hein, mais c'est pas en une séance que tu traverses et ça y est, c'est fini. Mais peu à peu, séance après séance, tu retournes voir un passé au début qui est effrayant, mais si tu le fais avec quelqu'un de confiance et des bons outils, en fait, ça le fait. Et peu à peu, hein, tu te rends compte que ben il y a quelque chose qui est plus calme. Tu peux par exemple réaborder des thèmes qui t'effrayaient au début. Tu pouvais même pas ouvrir la bouche tellement hein, c'était terrible d'en reparler. Puis petit à petit, tu en parles. Les émotions sont là, mais ça va. Et Mm. c'est ça en fait, nettoyer les traumas. Et ça passe par le corps. Donc moi, les méthodes que je connais le mieux, donc que je recommande plutôt, c'est le MDR, le FT. Il y a des formes aussi d'hypnose qui sont superbes, qui permettent vraiment d'aller dans le corps, tu vois. Il y a aussi beaucoup la thérapie de l'ICV, la thérapie des schémas. Tout ça, c'est des thérapies qui sont informées du trauma et de l'attachement. C'est-à-dire que c'est des thérapeutes qui savent ce qui s'est passé dans un cerveau quand il y a eu un traumatisme, quel qu'il soit, hein, tout ce qu'on appelle la dissociation avec la théorie polyvagale, on y reviendra si tu le souhaites et qui sont donc informés de ça et qui vont guider le patient de manière douce, progressive, pour aller faire cette guérison dans le corps. Et c'est comme ça que qu'on avance, parce qu'il y a des gens qui arrivent parfois en thérapie et qui disent, alors, je comprends pas, justement, j'ai tout compris, mais rien ne change. Ouais. Oui, Ah, il y en a beaucoup, hein. J'ai tout fait, c'est j'ai ça. vu plein de thérapeutes et Et rien ne change. Je me retrouve toujours dans des relations pourries, j'ai toujours pas confiance en moi, Bah oui, parce que c'est pas avec la tête que ça se guérit. non. Donc, il faut aller dans le corps. Après, il faut choisir bon, le thérapeute qui convient, ça c'est sûr, mais aussi la forme qui vous convient, hein.
Et ça, il faut essayer des différentes choses. Mm. Il faut pas avoir peur de changer. Parce que souvent, on se dit, je me suis engagée pour une première séance. C'est vrai que ça a des coûts financiers. Ouais. Mais il faut pas avoir peur de, Ah de, oui. de changer. Parce que c'est Mhm. important. C'est Et ça. le corps et notre esprit ou notre cerveau, notre système nerveux autonome, il va co-réguler. Et je pense que enfin, voilà, c'est super important déjà de prendre position Mm. sur la thérapeute ou le Mm. thérapeute qui nous convient. Mm. Et Et que oui, tu, comme, quand tu te parles de co-régulation, ça c'est un terme qui est super important en fait, parce que quand tu as été traumatisé dans ton attachement, hein, à nouveau, je l'ai dit, il y a plein de scénarios possibles, mais dans tous les cas, il y a eu une absence de co-régulation par les parents. c'est ça. Hein. Euh, Quand il y a eu un désert affectif, hein, mon exemple, mais tellement d'autres. Bon, en fait, il n'y avait personne pour réguler les moments de stress de l'enfant. Quand les parents étaient là, mais ça criait plutôt que ça ne parlait, pareil, il n'y a personne pour co-réguler. Hein. Et puis, scénario pire encore, quand c'est les parents qui sont responsables du stress de l'enfant, si par exemple il lui hurle dessus, hein, ou que il le traite d'une manière ouvertement problématique, là c'est encore pire parce que le parent est source de stress et en même temps il est absent pour réguler. Donc là c'est encore plus compliqué. Donc dans tous ces cas-là, il n'y a pas de régulation par le parent. Du coup, l'enfant n'apprend pas à réguler par lui-même et ça crée plus tard soit cet excès d'émotions qu'on a chez les anxieux, soit ce défaut, entre guillemets, d'émotions qu'on a chez les évitants, hein, ou le mix des deux qui fait l'attachement désorganisé. Et qu'est-ce qu'on a à réapprendre? Eh ben, ou même à apprendre tout court parfois, c'est à réguler ses émotions, mais ça ne peut se faire que parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et Ouais. cet autre, c'est un thérapeute. C'est Steven Spurgeon qui dit, enfin, le lien qui a été brisé ne peut être réparé que par le lien. C'est ça. Mm. Voilà, J'ai moi je dis trouvé, toujours aussi, blessé par le lien, guéri par le lien. Hein. voilà. Ah, donc, Oui. c'est très intéressant en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est vrai que c'est pas le moment, mais sur la théorie polyvagale, je pense que tu as peut-être des connaissances intéressantes qui peut permettre à comprendre un peu plus ces liens Oui, d'attachement et comment les co-réguler. oui, alors moi je connais pas en détail la théorie polyvagale, mais je connais quand même les bases, comme tout thérapeute qui travaille dans le trauma quand même. Ce que nous a beaucoup apporté la théorie polyvagale, et notamment effectivement les travaux de Porges, c'est de comprendre que le trauma, il est physiologique et il n'est pas psychologique. Et qu'il est en lien avec notre système nerveux, ce qu'on appelle notamment le système nerveux autonome. Donc, c'est ces réflexes qu'on a, hein, qui sont donc pas du tout dirigés par notre volonté, notre pensée, c'est des réflexes, et qui sont donc en lien avec tout un système, effectivement, nerveux qu'on connaît très bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces connaissances-là, ça nous a permis de comprendre que les réactions qu'on a face à une situation à l'âge adulte, par exemple, je sais pas, une rupture amoureuse, eh ben, elles sont en lien avec des réflexes qui se sont installés quand on était gamin ou ado, pardon, où là, on était, alors, surtout si tu es très jeune enfant, où on était vraiment que émotion, hein, que Oui, cerveau oui. reptilien, que cerveau émotionnel, vraiment, où il n'y avait pas encore beaucoup de préfrontal, hein, c'est-à-dire vraiment le cortex qui permet de réfléchir. Et que même si aujourd'hui j'ai 47 ans, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai encore des mémoires de mon enfance, de mon système nerveux de l'époque, qui peuvent demain se réouvrir si j'ai un stress énorme, par exemple. Hein. C'est pour ça qu'on dit que le trauma, il est physiologique, pas psychologique, que si tu as une réaction euh, de hurlement ou de figement face à un gros stress, hein, c'est pas ton cerveau qui a décidé de se figer ou d'hurler, c'est ton système nerveux, hein, et notamment les cerveaux vraiment Hmm. archaïques, reptiliens et puis émotionnels au-dessus, qui font que tu réagis, tu surréagis ou tu sous-réagis. Et Oui, de c'est coup, autonome. et voilà, et c'est autonome. C'est pour ça qu'on dit autonome. C'est autonome dans le sens que c'est autonome de notre mental, de notre volonté. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans le corps. C'est pour ça que si on ne va pas réguler le fond, qu'on ne retourne pas dans les blessures d'enfance ou d'ado, on aura beau avoir tout compris,
s'il y a un gros stress, c'est pas ta compréhension fine, précise, hyper détaillée, hein. Il y a des gens, ils peuvent écrire un bouquin sur leur vie. Ah oui, Pas ça qui va t'empêcher de c'est- surréagir ou de sous-réagir. et souvent, il y a une surmentalisation. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, voilà, de retourner dans le corps parce que moi, quand j'accompagne, souvent, que ce soit des gens qui sont polytrauma, trauma, enfin voilà, avec un terrain très anxieux, et souvent, ils sont vraiment dans cette surmentalisation, même à trop analyser, et ils oublient le corps, d'être dans le ressenti. Et je te remercie d'avoir vraiment pendant tout ce temps que tu nous as accordé, de le mettre en avant. Parce qu'on met beaucoup en avant l'aspect euh, analytique, mais on oublie aussi bah, le système nerveux et on oublie le corps. Mais on peut pas les couper. Non. Ah. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en mot de fin pour ce moment qu'on a passé ensemble Hmm. Mais ce qui me vient, c'est euh, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, qui se sentiraient concernées par tout ça, mais qui auraient peut-être un peu peur, qui se disent, oh là là, mais moi, reparler de tout ça. Oh, puis en plus, elle dit qu'il faut ressentir. Non, mais moi, si je retourne là-dedans, mais je vais m'effondrer, alors que ma vie, va peut-être un peu mieux. Ta, ta, ta. J'ai envie de dire à ces personnes-là, parce elles sont nombreuses, je pense que n'ayons pas peur des émotions, en fait, hein, que bien accompagné, avec un bon thérapeute, des bons outils, on en a cité plusieurs, avec le temps aussi, en fait, tout se répare et tout se guérit, hein, et que le chemin, il est dans le corps. Mais ça veut pas dire que hein, on va ouvrir la boîte de Pandore et ça y est, on tombe tout nu dans tu vois, un nid de serpent, quoi, hein. Non, on va y aller tout doux. Et les bons thérapeutes, c'est ceux qui veulent pas. Enfin, c'est bien les thérapies brèves, hein, on est vachement à l'heure des thérapies brèves. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose qui se guérit comme ça rapidement, hein. non. Il faut du temps, il faut de la confiance. Et, et c'est pas non plus hein, forcément 10 ans de psychanalyse, hein, c'est pas ça non plus mais que ça vaut le coup, quoi. Et donc, n'ayons pas peur des émotions, n'ayons pas peur aussi de prendre ce temps-là, de dépenser cet argent, hein, parce que je sais bien que financièrement, parfois, c'est pas simple, parce que derrière, bah, c'est une meilleure vie pour nous, pour nos gamins, hein, et puis de manière plus large pour les personnes avec qui vivent avec nous, quoi. En tout cas, je te remercie de ton temps, de ta Avec plaisir. sagesse que tu nous as largement diffusée aujourd'hui. Et je vais mettre en dessous de cette vidéo tous les liens de cette grande dame. Je me permets. C'était vraiment une joie de partager ce temps avec toi. Et peut-être, pourquoi pas, dans l'avenir, faire Avec plaisir, autre, Honorine. une autre À vidéo sur un autre sujet. Je te remercie et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au à revoir. bientôt, merci.